Une douleur, ça se voit pas, ça s'entend pas, ça peut pas se palper. Donc une personne qui a mal, si elle veut en faire part à autrui, elle va devoir exprimer sa douleur dans des mots, dans des mimiques faciales, des grimaces. Et donc finalement, c'est toute une mise en scène. Et il arrive que cette mise en scène, en fait, elle ne convainque pas ou pas tout à fait. Et la personne va être suspectée d'exagérer, voire d'inventer sa douleur. Alors cette mise en doute de la parole douloureuse, elle est d'autant plus fréquente que la douleur est chronique. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle va finir par interférer dans les différentes sphères de la vie en société, au travail, en famille, avec les amis, etc. Et à chaque perturbation liée à la douleur peut surgir l'incrédulité sur la réalité de la douleur qui est censée donc justifier cette perturbation. Alors moi, en fait, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une étude que j'ai menée pour étudier cette mise en doute de la parole douloureuse, mais quand elle surgit là où on l'attend moins, en fait, dans le cabinet médical. L'objectif de la présentation, ça va vraiment être de travailler sur les ressorts de cette perte de crédibilité. Qu'est-ce qui fait que quand on dit qu'on a mal, on ne se fait pas croire? Et plus précisément, en fait, s'agissant de médecins, quels sont les arguments que les médecins vont opposer à leurs patients et comment est-ce que leurs patients vont y réagir? Quelques mots rapides sur la méthodologie. Alors donc c'était une enquête qualitative. Le recueil des données, il s'est passé à Montréal par entretien semi-directif auprès de personnes qui souffraient de douleurs chroniques. J'ai rencontré 52 personnes en groupe et ou individuellement. Donc je vous laisse regarder les détails, mais très rapidement, j'ai constitué l'échantillon de façon à le diversifier au regard de 7 critères: l'âge, le niveau d'éducation, le niveau de revenu, le type de ménage, l'ancienneté de la douleur, le genre et l'origine géographique avec l'appartenance raciale. Et puis en fait, j'ai obtenu une bonne diversification pour les 5 premiers critères, mais beaucoup moins bonne pour les 2 derniers. J'avais beaucoup trop de femmes, beaucoup plus de femmes que d'hommes et beaucoup plus aussi de personnes nées au Canada que nées à l'extérieur du Canada et seulement 2 personnes appartenant à une minorité visible. Si on y va vers les résultats. Alors en fait, le principal argument qui est opposé aux personnes, c'est ce que j'ai appelé l'interprétation psychogène. Tout le monde le connaît, ça consiste à dire qu'une douleur qui n'est pas dans le corps est dans la tête et que donc elle n'est pas tout à fait réelle. Alors cet argument, il est énoncé par le médecin quand il ne trouve rien aux examens cliniques et paracliniques qui peuvent correspondre à la douleur alléguée. Mais en fait, cet argument, il est vite renforcé. Il est renforcé si les douleurs changent de place au fil des crises, sans aucune plausibilité anatomique. Et ça, c'est le cas de plusieurs personnes qui sont atteintes de fibromyalgie et qui ont donc vécu ça. Mais surtout, l'argument comme ça psychogène, il est renforcé si le médecin a l'impression de repérer des indices qui sont censés signaler une fragilité psychologique. Alors cette fragilité psychologique, c'est tout de suite si la personne qui dit avoir mal exprime de l'émotion, évidemment, pendant son rendez-vous médical. Mais ça peut aussi être, si elle n'exprime pas d'émotion sur le moment, ça peut aussi être parce qu'elle a un antécédent de trouble mental. Il y a comme ça une femme qui me disait que chaque fois qu'elle se présente aux urgences pour un nouvel épisode de douleur, à chaque fois les médecins vont d'abord penser à une crise d'angoisse parce qu'il y a des antécédents d'anxiété qui sont notés dans son dossier médical. C'est le stress qui vous fait ça, madame. Il y a aussi, possibilité de ce que l'interprétation psychogène soit renforcée simplement en raison d'antécédents de traumatisme susceptibles de provoquer des troubles mentaux, mais même si les troubles mentaux n'ont jamais eux-mêmes été attestés. Par exemple, une femme m'a raconté que ses plaintes douloureuses sont systématiquement mises sur le compte des violences sexuelles qu'elle a subies quand elle était enfant. Et puis enfin, ça peut aussi être un diagnostic médical autre qui peut, suggérer la présence de troubles mentaux, donc d'une fragilité psychologique. Notamment le diagnostic de fibromyalgie. Ça, c'est assez récurrent. Les personnes qui sont porteuses de ce diagnostic ont l'impression que de tout de suite, elles sont vues comme des personnes fragiles d'un point de vue psychologique. Et en fait, si ensuite s'il y a le moindre soupçon comme ça d'une participation psychologique, alors il semble que toute l'interprétation médicale va basculer dans le versant psychologique, comme si la douleur ne pouvait pas être un mélange, vous voyez, de somatique et de psychologie. Alors, comment est-ce que, les participants, reçoivent cet argument? Ben, en fait, à ma grande surprise, ils n'opposent guère de résistance à cet argument-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart du temps, ils partagent eux-mêmes cette idée selon laquelle si on ne trouve rien dans le corps, c'est que c'est dans la tête et si c'est dans la tête, c'est que c'est pas très sérieux.
Et en fait, c'est pour ça que la plupart du temps, ils sont très, demandeurs d'examen pour trouver quelque chose. Et si examen après examen, on ne trouve rien, eh bien, il y en a plusieurs qui m'ont dit que, finalement, ils commençaient à se demander si leur douleur était réelle. Ils ne l'avaient pas inventée. Tout ça, c'était effectivement pas dans leur tête. Au contraire, quand on finit enfin par obtenir un diagnostic somatique, c'est le cas de quelques-uns, des participants, et bien là, ils me racontent le soulagement intense, qu'ils ont éprouvé en obtenant enfin un diagnostic, et à tel point que ce soulagement, paradoxalement, peut contrebalancer la mauvaise nouvelle que représente en elle-même, hein, l'objectivation de la lésion organique. Et puis enfin, il y a quelques enquêtés qui refusent catégoriquement l'étiquette psychogène. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne remettaient pas pour autant en cause l'opposition entre douleur du corps et douleur dans la tête. Ils s'indignaient, c'est parce qu'en fait, ils estimaient qu'on les avait mal classés. On les avait classés du côté des douleurs de la tête et pas dans celles du corps. Pourtant, si j'interrogeais les participants, non plus sur leurs interactions avec les médecins, mais si je les interrogeais plutôt sur leur expérience singulière de leur douleur, eh bien là, en fait, les participants constataient, plus du tout cette opposition tranchée entre corps et esprit, mais plutôt ils me racontaient, en fait, quelque chose qui s'apparentait à un enchevêtrement entre le corps et l'esprit. Par exemple, tout de suite, beaucoup, il y en a qui m'ont raconté que le mental joue sur les douleurs. Le stress aggrave les douleurs, le stress peut même déclencher des douleurs, un burn-out, des violences conjugales, le décès d'un proche. Au contraire, avoir le moral, ça soulage les douleurs et tout ça avec des douleurs perçues comme étant tout à fait physiques, corporelles. À l'inverse, les douleurs peuvent jouer sur le mental. Les douleurs suscitent de l'angoisse, les douleurs rendent irritable. Et puis finalement, tout ça, ça s'enchevêtre. Ça se mêle de façon très intriquée, très imbriquée. Les douleurs provoquent des émotions, par exemple de l'angoisse, et puis les émotions, à leur tour, vont aggraver les douleurs. Et donc, au total, les participants, ils ne remettent pas en question la représentation de l'opposition corps-esprit, qui est mobilisée par les médecins pour mettre en doute la réalité de leur douleur, alors que leur expérience singulière de la douleur leur donne des arguments pour s'opposer à cette représentation. Selon leur expérience de la douleur, il n'y a pas du tout cette opposition tranchée, vous voyez, entre douleur et mental. Alors pourquoi? Pourquoi ils ne s'opposent pas à cette représentation alors même que leur expérience de leur douleur leur dit que cette représentation est erronée? En fait, je propose 2 hypothèses. La première, c'est que, ces participants de mon enquête, ils sont des membres de la société et en tant que tels, ils partagent, hein, cette représentation de l'opposition corps-esprit parce qu'elle est très largement acceptée dans notre société. Mais il y a une seconde hypothèse qui est que ces participants ne sont pas simplement des membres de la société, ils sont aussi des patients et des patientes. Alors pour expliquer cette, hypothèse, en fait, je voudrais 2 minutes quitter, l'analyse du vécu des enquêtés, puis examiner comment est-ce que la médecine conceptualise la douleur. Alors là, vous êtes certainement parmi toutes les personnes qui m'écoutent, là, vous êtes certainement bien plus au courant que moi, mais la conceptualisation médicale de la douleur, on le sait, jusque dans les années 60, ça allait complètement dans le sens de l'interprétation psychogène. Il y avait un modèle biomédical qui reprenait le dualisme attribué à Descartes, hein, entre le corps et l'esprit, et donc on opposait les sensations produites par le corps aux émotions qui émanent de l'esprit. Et puis quand le modèle biomédical appliquait ce dualisme à la douleur, c'était pour placer la douleur du côté du corps uniquement. Donc c'est une sensation, une réponse à la stimulation d'un récepteur, tandis que la souffrance, c'est une émotion. Et comme toute émotion, c'est le versant mental de la douleur, hein, c'est une émotion, puis comme toute émotion, c'est irrationnel et c'est subjectif. Et puis ce modèle biomédical, il a commencé à être remis en cause dans les années 1960, avec notamment la théorie du portillon, selon laquelle la douleur, c'est une sensation, certes, mais la transmission de l'influx nerveux est modulée par la nature du stimulus, mais aussi par toute une série de facteurs, dont les émotions. Cette théorie du portillon, elle a été ensuite beaucoup développée, et puis finalement, elle a trouvé un écho plus large, hein, dans ce qu'on a appelé le modèle biopsychosocial, selon lequel, en fait, il y a de très nombreux facteurs psychologiques, sociaux, culturels, qui vont influencer la santé et la maladie. Cela dit, si je reviens à mes participants, en dépit de toutes ces théorisations, vous voyez, qui vont dans le sens de corroborer l'enchevêtrement entre corps et esprit, en dépit de tout ça, la prise en charge, en fait, que les enquêtés m'ont rapportée, elle ne manifeste pas de rupture franche avec le paradigme biomédical. Ce qu'ils me racontent, les enquêtés, c'est toujours une opposition entre, d'un côté,
les psys, on va voir le psy, le psychologue, le psychiatre, ou bien on va voir les médecins du corps, qui prescrivent des médicaments, qui font des infiltrations. Et ces médecins du corps, ils sont focalisés sur les aspects neurophysiologiques, supposément rationnels, objectifs de la douleur. Et au final, c'est toujours eux qui valident la réalité de la douleur. Et donc l'absence de dialogue entre ces deux versants de la prise en charge, à mon avis, elle conforte en fait les représentations des patients sur l'opposition corps-esprit, même si encore une fois, cette opposition, elle est contredite par, les théories scientifiques depuis un demi-siècle maintenant, et puis elle est contredite aussi par, leur vécu expérientiel. 2 remarques pour conclure. D'abord, en fait, cette fameuse opposition corps-esprit. Je viens d'en parler là pour, montrer la négation, en fait, de la douleur, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on la retrouve dans une autre situation qui est tout à fait inverse. Il y a certains participants qui ont exprimé, non pas le sentiment de ne pas être crus, mais au contraire, le sentiment que leur douleur, elle est trop vite acceptée par leur médecin, sans que le médecin finalement n'exprime aucune des marques de compassion qu'on pourrait attendre. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, les personnes racontent qu'on a fini par mettre en évidence une lésion organique, ce qui a validé la plainte de la douleur. Et là, surprise, le médecin n'exprime pas du tout l'empathie que le patient attend, et notamment quand le médecin annonce un pronostic qui est sombre, sans aucun ménagement. Je donne juste un exemple, mais j'en ai plusieurs. Une femme qui me dit: «Le médecin m'a dit: "On n'opère plus pour ces choses-là. Bon, revenez me voir seulement quand vous serez en chaise roulante. Bon, c'est dégénératif, hein, on se reverra." La personne avait 40 ans. Et donc la situation, c'est vraiment l'inverse de celle que j'ai analysée jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on est toujours dans le dualisme cartésien, mais alors que précédemment la douleur était niée, la plainte était réduite à une manifestation exclusive du mental, donc des émotions, ici le médecin reconnaît la douleur, mais dans sa dimension corporelle exclusivement, telle que l'atteste le diagnostic, et il ignore complètement la dimension émotionnelle de la souffrance. Alors pourquoi? Alors là, j'ai fait 2 hypothèses. La première, c'est que, une douleur en fait chronique, c'est par définition en fait une douleur qui ne répond pas au traitement et qui est donc problématique pour le patient, mais aussi pour le médecin. Parce qu'il va voir le patient comme un échec thérapeutique. Et donc le patient est un patient difficile, qui agace, qui est pénible, qu'on n'a pas forcément envie de voir, donc auquel on a peut-être du mal à témoigner de l'empathie. Bon. Mais plus largement, en fait, pourquoi ce défaut d'empathie? On peut l'expliquer peut-être par une tendance historique plus générale dans l'évolution, de l'intérêt que la médecine porte au récit des malades. Moi, quand les participants m'ont parlé de leur douleur, leur récit, ils impliquaient plusieurs dimensions. Il y avait des dimensions physiques, mais il y avait aussi des dimensions psychologiques. Il y avait des dimensions interpersonnelles. La douleur, en fait, elle se vit à travers les relations avec la famille, les amis, et cetera. Il y avait aussi des dimensions sociales. La douleur, elle ne se vit qu'à travers les activités qu'on a, notamment au travail, et cetera. Et en fait, ce que me disaient les patients, c'est qu'ils ne comprenaient pas pourquoi les médecins ne s'intéressaient pas à ces autres dimensions de leur récit. Les médecins ne s'intéressent qu'à la description physique de leur douleur. Et c'est là, en fait, que les patients estimaient qu'il n'y avait pas suffisamment d'empathie du côté des médecins, parce que les médecins ne regardaient pas les autres dimensions de la douleur. Et donc, je vous disais, il y a une dimension historique à ça, en fait. Selon les historiens, jusqu'au début du XXe siècle, les médecins voyaient un intérêt diagnostique dans le récit du patient, notamment dans les connotations émotionnelles. Mais en fait, avec l'avènement au début du XXe siècle des examens biochimiques qui ont permis une investigation diagnostique plus précise que le seul récit des patients, avec l'avènement aussi de nouveaux procédés en anesthésie, en analgésie, qui donc permettaient de calmer la douleur, bah, finalement, bah, on s'intéressait moins à ce que le patient avait à raconter. Et donc, de plus en plus, en fait, les médecins ont eu tendance à se concentrer leur attention sur la maladie plutôt que sur les malades, donc sur des cas plutôt que sur des sujets souffrants. Et en fait, au pire, on n'a même pas envie d'entendre des émotions parce que les émotions sont suspectes de brouiller l'objectivité scientifique. Et donc, finalement, ce qu'on attend des patients, c'est qu'ils donnent un score à leur douleur, sur une échelle qui va de 1 à 10, parce qu'en fait, c'est censé permettre de donner une lisibilité universelle, scientifique, à l'évaluation que le médecin fait de la douleur. Et donc, sans s'intéresser à la subjectivité du patient, à la qualité de son expression, à ses attentes de bénéfices secondaires, et cetera. Et donc tout ça, en fait, en faisant ça, ben, on fait l'impasse sur quand même un apport majeur, à mon avis, du modèle biopsychosocial, c'est que la subjectivité, elle fait partie à part entière de la douleur. Et puis pour terminer en 2 mots, je ne sais pas où j'en suis dans le temps, mais juste pour dire que là, ce que j'ai dit, en fait, je suis restée vraiment dans les généralités.
Et ce qu'il faut que je fasse impérativement maintenant, c'est sortir de ces généralités. Parce qu'en fait, le déficit de crédibilité, il est modulé par un certain nombre de facteurs qui vont en fait, contribuer à, rendre compte du vécu singulier de chaque individu. Notamment, il y a 2 grands groupes de facteurs. Il y a un, les positions sociales, des patients, mais aussi d'ailleurs de leurs médecins, le genre, le niveau socio-économique et cetera. Bon, comme je pense que je suis un peu, courte dans le temps, je ne m'attarde pas, mais je pourrais peut-être en parler dans la discussion. Donc ça, à mon avis, il faut impérativement prendre en compte et puis il faut aussi absolument prendre en compte le contexte de l'interaction entre médecin et malade. Juste un exemple, mais là pareil, on pourra en discuter plus longuement, mais venir voir un médecin pour lui parler de sa douleur, si c'est pour chercher un traitement pour soulager la douleur, c'est pas du tout le même contexte que si c'est pour venir chercher un arrêt maladie. Et le risque de se voir décrédibilisé n'est pas le même, selon que la consultation, vous voyez, est à visée thérapeutique ou, c'est une consultation assurantielle, dans le cadre avec un médecin expert.